Onde électromagnétique, transmission d'informations. Qu'est-ce qu'une onde électromagnétique? Comment est-elle exploitée pour transporter des informations? Alors, pour répondre à ces questions, on doit réaliser un certain nombre d'expériences. Tout d'abord, transmission d'une information. Expérience 1. Le montage expérimental nécessaire pour montrer cette transmission d'informations est constitué d'un émetteur d'ondes sonores, un microphone qui capte cette onde sonore, donc c'est une onde mécanique qui doit la convertir en un signal électrique. Ce signal électrique est cheminé, donc il est communiqué à un émetteur qui va lui associer une onde porteuse lumineuse qui va le transporter donc via la fibre optique jusqu'au récepteur pour pouvoir le donner à un haut-parleur et en fin de compte le convertir à nouveau à un signal sonore. Vous avez ici un oscilloscope cathodique qui permet de visualiser les deux tensions, tension d'entrée et tension de sortie. La tension de sortie, ce n'est autre que l'information à transmettre qui est normalement l'onde mécanique mais qui est convertie en un signal électrique. Et également le signal électrique à la sortie du récepteur qui est par la suite encore à nouveau converti en un signal sonore. L'oscillogramme montre que les deux signaux ils ont la même fréquence. Donc cette opération de transmission ne modifie pas la fréquence. Bon, donc transmission d'un signal sonore par un faisceau lumineux. Dans cette expérience, le message sonore est l'information que l'on veut transmettre. Il est capté par le microphone qui transforme le signal sonore en un signal électrique de même fréquence. Le faisceau de lumière va jouer le rôle d'une porteuse et transporte le signal électrique dans la fibre optique à une vitesse qui est extrêmement élevée, de 10 à la puissance, c'est presque la vitesse de la lumière, donc 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Le haut-parleur transforme le signal électrique reçu en un signal sonore. Conclusion, donc l'onde porteuse, elle joue le rôle du support qui transporte l'information. Le signal qu'on veut transmettre, eh bien, elle module la porteuse lors de la transmission de l'information. C'est le principe de la modulation. On peut schématiser ce principe sur ce schéma très simple. Bien, à partir de l'émission jusqu'à la réception, il y a donc ici l'information à transmettre. C'est une onde basse fréquence, donc faible énergie, il n'ira pas loin. On la combine à une porteuse, c'est une onde haute fréquence, qui va donc pouvoir transporter le plus loin possible cette information, et ceci lorsque celle-là modifie une caractéristique de la porteuse. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la modulation. Donc la modulation, c'est quoi? La porteuse a une caractéristique qui a été modifiée par l'information basse fréquence qu'on veut transporter. Ensuite, une fois modulée, l'onde électromagnétique obtenue permet le transport de l'information. Bon, on peut réaliser ce transport soit par l'onde électromagnétique, soit par une onde lumineuse. Ensuite, après réception, eh bien, on procède à un phénomène de démodulation, c'est-à-dire la séparation des deux ondes, l'onde basse fréquence et l'onde haute fréquence. Dans ce cas, la porteuse et l'information sont séparées. Une fois séparées, on peut récupérer notre information basse fréquence et par la suite la traiter. Voilà. Donc, ensuite, on peut faire la même chose, mais en utilisant cette fois-ci un autre montage. Ce montage est constitué principalement de deux fils conducteurs, un qui va jouer le rôle d'émetteur et l'autre qui va jouer le rôle de récepteur. Donc ça serait une émission et réception des ondes électromagnétiques par deux antennes. Alors l'expérience consiste à quoi? Eh bien, dans ce montage, le fil E
joue le rôle d'une antenne émettrice et le fil R joue le rôle d'une antenne réceptrice. L'antenne E envoie de l'énergie issue du GBF dans toutes les directions de l'espace. On dit que l'antenne E rayonne de l'énergie. Donc, l'antenne R va capter cette énergie, ou bien une partie de cette énergie. Donc, cette partie est captée. Il en résulte un courant électrique, donc une tension électrique dans cette antenne, qu'on peut visualiser à l'aide d'un oscilloscope cathodique. Alors, vous voyez ici le montage, il montre qu'on a branché l'antenne émettrice une fois dans laquelle on a généré la tension grâce au GBF. On peut visualiser cette tension et on peut visualiser également la tension induite dans l'antenne réceptrice. Et bien, on constate encore une fois qu'ils ont la même fréquence, donc la fréquence n'est pas changée par ce phénomène de transmission. Seulement ici, le support, c'est une onde électromagnétique qui se propage dans l'air, principalement, avec la vitesse de la lumière qu'on connaît, 3,10 à puissance mètres par seconde. Donc, interprétation, l'antenne E transforme le signal électrique généré par le GBF en une onde électromagnétique de même fréquence. L'antenne R, réceptrice, reçoit cette onde électromagnétique et la transforme en signal électrique de même fréquence. Conclusion, le transport d'une information par une onde électromagnétique, eh bien, ici, il se fait sans transport de matière, parce qu'il n'y a pas de transport de matière entre les deux antennes, mais par transport d'énergie. C'est une partie de l'énergie rayonnée, une partie de cette énergie est captée par le récepteur. Bon, alors cette expérience, elle aussi, elle a servi pour mettre en évidence les ondes électromagnétiques qui étaient étudiées par le physicien Maxwell. Le physicien Maxwell, c'est le premier qui a montré que les ondes électromagnétiques, c'est l'association de deux champs, un électrique et un magnétique. Ces deux champs vibrent en phase et ils sont sinusoïdaux, c'est-à-dire on peut concevoir qu'une onde électromagnétique, c'est vibrations de deux champs, un électrique et un magnétique. Le champ électrique, il vibre suivant une fonction sinusoïdale dans un plan qui est perpendiculaire au plan de vibration du champ magnétique B. Et les deux champs, tout en vibrant, constituent l'onde électromagnétique qui se propage à la vitesse C, connue, la vitesse de la lumière. Quelles sont les caractéristiques des ondes électromagnétiques? Eh bien, une onde électromagnétique est caractérisée par sa fréquence F reliée à sa longueur d'onde lambda par la relation. C'est la même relation d'ailleurs qu'on a vue pour les ondes, c'est-à-dire que la longueur d'onde lambda est égale à la vitesse de propagation, ici c'est C, fois la période. Et on sait que la période c'est l'inverse de la fréquence, donc c'est C sur F. Tel que lambda, c'est la longueur d'onde, et F, c'est la fréquence. Bon, on peut justement dresser un tableau, ou bien des axes qui permettent de montrer ces ondes et les classer suivant leur longueur d'onde ou suivant leur fréquence. Eh bien, vous avez ici deux axes qui regroupent ces ondes électromagnétiques. Alors, le côté gauche, ça concerne les ondes lumineuses. À droite, c'est ce qu'on appelle les ondes hertziennes. Alors, si on prend comme point de départ le domaine qu'on connaît, on l'a déjà étudié au début de cette année, c'est le domaine de la lumière visible, qui est constitué des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, à savoir le violet, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, l'oranger et le rouge. Alors, on sait, et d'ailleurs on connaît les longueurs d'onde de ces radiations. Le violet c'est autour de 0,400 micromètres, le rouge autour de 0,800 micromètres. Donc les longueurs d'onde comprises entre 0,400 et 0,800, c'est les radiations visibles. Alors à gauche, on rencontre d'autres radiations, les ultraviolets. Ce domaine lui aussi il est
comprend trois parties, l'ultraviolet moyen, proche, moyen et dur. Il y a après les ondes rayons X, aussi constituent deux parties, les rayons X qui sont durs et ceux qui sont lourds. Alors, vous connaissez, les rayons X sont utilisés pour les radiographies. C'est des rayons qui ont un pouvoir de pénétration très intéressant, donc ils permettent de traverser les tissus organiques, sauf les os, etc. Et ensuite, il y a les rayons gamma, on l'a déjà vu en physique nucléaire, c'est des radiations très dangereuses qui possèdent donc une très grande énergie parce que leur fréquence elle est énorme, ça peut aller jusqu'à 10 à puissance 24 Hz. Et ils ont une très très courte longueur d'onde, jusqu'à 10-15, 10-16 mètres, donc c'est des radiations très pénétrantes de toute la matière. De l'autre côté, on peut rencontrer des ondes dont la longueur d'onde est relativement grande. À partir donc, du rouge, on rencontre l'infrarouge, c'est des ondes responsables de la transmission de la chaleur. Tout corps chaud, d'ailleurs, il émet des infrarouges, le corps humain, par exemple, etc. Ensuite, on rencontre les ondes hertziennes qu'on va justement utiliser dans cette leçon. Ce sont des ondes dont la longueur d'onde lambda est supérieure au 10-3 mètres, c'est-à-dire plus grand que 1 mm. C'est à partir de 1 mm, on peut supposer que les ondes sont hertziennes. On peut distinguer aussi certains domaines, comme le domaine des micro-ondes. C'est des ondes de transmission responsables des radars, micro-ondes, télévision, etc. Ensuite, il y a les ondes longues qui sont responsables de la transmission des programmes des radios, etc. Donc ondes courtes, radio, téléphoniques, etc. Bon, alors, lorsqu'on se déplace de la gauche vers la droite, on constate que là, c'est des fréquences très grandes, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire, on peut associer ce schéma qui permettent donc de montrer que de la gauche vers la droite, on constate les très grandes fréquences, c'est tellement serré, c'est-à-dire la période et le temps qui sépare le maximum consécutif est très très petit, donc l'inverse, c'est très grand, c'est la fréquence. Et en se déplaçant de gauche vers la droite, eh bien, les courbes deviennent de moins en moins serrées, et c'est-à-dire que la période augmente, c'est-à-dire la fréquence diminue, alors que la longueur d'onde augmente jusqu'à rencontrer les ondes dont la longueur d'onde est relativement grande. Voilà donc pour ces ondes électromagnétiques. On va passer maintenant à la modulation d'une tension sinusoïdale. Je vais dégager un petit peu ce tableau. Donc, cette opération de modulation, c'est une opération très intéressante en télécommunication. C'est elle qui a résolu le problème de communication, c'est-à-dire, avant, on ne pouvait pas communiquer à grande distance, mais maintenant, on peut le faire grâce à cette opération de modulation. Donc, quatrièmement, modulation d'une tension sinusoïdale. Quatrièmement, modulation d'une tension sinusoïdale. Alors, pourquoi moduler? Donc, nécessité de la modulation. Pourquoi on module? Pourquoi il faut moduler? Alors, les signaux contenant l'information que l'on veut transmettre, en général, c'est de la musique, par exemple, une voix humaine, la voix humaine, des vidéos, etc. Eh bien, ces signaux, en général, sont des signaux basse fréquence, de l'ordre du kilohertz. Et par la suite, ils ne peuvent
être émis directement, car plusieurs problèmes se posent. Parmi ces problèmes, premier problème, c'est que l'antenne, les dimensions de l'antenne réceptrice pour une onde donnée doivent être de l'ordre de la moitié de la longueur d'onde lambda de l'onde transmise. C'est-à-dire que si vous voulez réaliser une antenne de longueur L qui va pouvoir recevoir cette onde, eh bien, il faut que sa longueur soit à peu près aux environs de la longueur d'onde divisée par 2. Si on remplace lambda, c'est Ct, donc sur 2, c'est C sur 2 fois la fréquence. Donc pour une fréquence d'une dizaine de kHz, d'ailleurs c'est le domaine des basses fréquences, kHz, eh bien ça serait quoi? C'est 3,10 à la puissance 8 mètres par seconde, divisé par 2 fois 10 kHz, c'est 10 à la puissance 4. Eh bien ça donne à peu près 15 km. Alors vous constatez que si vous voulez recevoir ces ondes, il faut disposer d'une antenne de longueur 15 km, chose qui n'est pas réalisable. On n'a jamais vu des antennes qui dépassent quelques mètres, alors que 15 km, ce n'est pas possible. Donc une longueur d'antenne de l'ordre de dizaines de kilomètres est irréalisable. Ça, c'est le premier handicap. Deuxième problème, deuxième handicap, les signaux basse fréquence sont fortement amortis avec la distance, vu que l'énergie qu'ils possèdent elle est relativement faible, donc ils ne peuvent pas aller loin. Troisième handicap, le récepteur ne peut différencier, alors les récepteurs qui vont recevoir ces ondes ne peuvent différencier les différentes stations émettrices à cause de l'étroitesse de l'intervalle de ces ondes de basse fréquence. En effet, toutes les stations radio correspondent à des signaux basse fréquence dont le domaine est compris entre 0 et 20 kHz. Si les stations émettaient directement, eh bien, les signaux se chevaucheraient et les informations correspondantes seraient incompréhensibles pour les auditeurs. Conclusion, eh bien, pour transmettre, conclusion, pour transmettre un signal basse fréquence, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut moduler. On module une onde porteuse. Il faut disposer d'une onde porteuse qui sera modulée par ce signal. On module une onde porteuse haute fréquence, haute fréquence, avec ce signal. On verra dans un cours prochain comment réaliser cette modulation de cette porteuse avec ce signal. Tension, alors petit v, tension, sinusoïdale. On a déjà rencontré ces genres de tension. Alors l'expression mathématique d'une tension sinusoïdale, on la connaît, on l'a déjà manipulée, c'est du genre U de t, tension, égale une valeur maximale, cosinus de pi ft, on avait écrit 2pi sur t, bon, 1 sur t c'est la fréquence, plus phi. C'est-à-dire que Ut c'est la valeur instantanée de la tension, Um c'est sa valeur maximale, F c'est la fréquence de la tension, 2pi ft plus phi c'est la phase à la date t, et phi c'est la phase à l'origine. Donc une tension sinusoïdale est caractérisée par ces trois paramètres, sa valeur maximale, sa fréquence et sa phase. C'est-à-dire, on peut représenter un exemple en fonction du temps. Donc, on a vu
que pour déterminer Umax, il suffit d'une lecture. Donc Umax, c'est les valeurs extrémales autour desquelles vibre ou varie la tension. La fréquence, c'est à partir de la période. Et la phase, c'est aux conditions initiales, c'est-à-dire à partir de quel point commence la UT. Est-ce que ça commence de 0 ou bien de Umax ou de n'importe quel point, par exemple de la moitié, comme ceci. Voilà. Ça, c'est de façon générale une tension sinusoïdale. Alors, de là à là, ça correspond à la période T, c'est-à-dire on peut par la suite calculer la fréquence. Et pour la phase, il suffit de revenir aux conditions initiales à t égale à 0. Qu'est-ce qu'on a? On a ut égale maintenant um sur 2, donc on peut déterminer la phase. Ça peut être plus ou moins pi sur 3 et ça dépend, est-ce qu'on se dirige vers le sens positif ou négatif? Bien, si on se dirige vers le sens positif, il faut dériver, il faut écrire que c'est positif. Et du moment que la dérivée fait apparaître un moins sinus, donc ça serait la valeur négative, donc ça serait moins pi sur 3, etc. Bon, ensuite, après avoir rappelé cette tension sinusoïdale, petit c, qu'est-ce qu'on veut moduler pendant la modulation? C'est-à-dire quels sont les paramètres à moduler, pouvant être modulés. Alors ces paramètres sont, c'est ce que j'ai noté tout à l'heure, on peut soit moduler l'amplitude, et on parle d'une modulation d'amplitude, AM, modulation d'amplitude. On peut moduler la fréquence, c'est-à-dire on parle d'onde FM, fréquence modulée. On peut parler de PM, c'est-à-dire phase modulée. Donc les paramètres pouvant être modulés, ils sont 3 paramètres. Eh bien, ces différentes modulations me permettent, en fait, c'est quoi une modulation? Eh bien, c'est faire varier un des paramètres de la porteuse. Et qu'est-ce qu'on obtient? Si on module par exemple l'amplitude, eh bien l'amplitude de la tension porteuse ne reste plus constante, eh bien on obtient quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire, c'est un signal d'amplitude modulée, il s'agit de modulation d'amplitude. Donc l'élève, justement, il doit savoir de quel genre de modulation s'agit-il une fois il regarde la figure. Alors, vous aurez donc l'expression mathématique de ce signal, ça serait U de t, l'amplitude n'est plus constante, et bien il est modulé, et bien on va écrire, il s'agit de UM qui varie au cours du temps, comme explique cosinus de pi ft plus u. S'il s'agit de modulation de fréquence, eh bien on obtient une courbe comme celle-là. Voilà, donc vous avez ici l'amplitude, elle est la même, elle est constante, mais c'est la fréquence qui varie. Ici la même fréquence, mais hop, ici la fréquence elle a diminué. Donc encore une fois elle a diminué, c'est-à-dire qu'il s'agit ici d'une courbe de fréquence modulée. La tension, quand on l'expression mathématique de cette tension, ça serait UT est égal à Umax, elle est constante cette fois-ci, mais cosinus, on va écrire qu'il s'agit de 2pi, fréquence f qui dépend du temps, t plus phi. Donc ça, c'est l'expression. Bon, vous pouvez rassembler tout ceci entre parenthèses. Donc c'est l'expression d'une tension de fréquence modulée. Pour la modulation de phase, on ne va pas rencontrer, mais on va la donner quand même. Eh bien, la courbe obtenue, c'est là. L'amplitude est constante, la fréquence également, mais c'est la phase qui est modulée, c'est-à-dire à chaque fois, hein, de temps en temps, il commence à partir d'un autre point. Donc l'expression, ça serait ici, U de t est égal à Umax cosinus 2pi ft, plus c'est la phase qui varie au cours du temps. Voilà donc l'expression d'une tension phase modulée. Voilà, merci pour votre attention.